remercier les étudiants d'avoir organisé ce salon parce que, bon, malgré le contexte sanitaire, vous avez réussi à faire quelque chose de très bien. Et sachant que c'est pas très facile en ce moment, je vous dis un grand bravo et je vous remercie de m'avoir invité pour parler de ma passion qui est l'Ayurveda. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Mon objectif à travers cette conférence, c'est de vous donner les premières clés de compréhension vis-à-vis de la nutrition ayurvédique, mais en général aussi de vous donner les premières clés et les concepts de base de l'Ayurveda. C'est une médecine douce dont on entend de plus en plus parler aujourd'hui, mais sans réellement savoir ce qui se cache derrière. Je vous proposerai aussi à travers cette conférence quelques conseils, notamment sur la saison du printemps qui est là, qui arrive, et par rapport à votre constitution qu'on va pouvoir peut-être esquisser au travers de cette présentation. Donc je vais me présenter, je m'appelle Agnès, j'ai 31 ans, je suis maman d'une petite fille, et l'Ayurveda, il faut savoir que ça a toujours fait un peu partie de ma vie, mais sans en avoir totalement conscience. En fait, ça fait partie d'un précieux héritage de mes origines indiennes, mais aussi de mon éducation. On m'a distillé un certain nombre de principes, mais sans que je sache réellement que c'était de l'Ayurveda. Il faut savoir que cette médecine, c'est quelque chose qui m'a permis, c'est la médecine qui m'a permis de retrouver un bon état de santé, notamment pour le traitement de mon asthme, mais aussi à travers une période qui a été assez compliquée pour moi à traverser, qui était un burn-out. Et donc à ce moment-là, je me suis tournée vers différentes alternatives pour pouvoir sortir de cette difficulté. Et l'Ayurveda a retrouvé une place assez importante. Et du coup, j'ai commencé à découvrir, mettre en place les principes de l'Ayurveda. Et c'est ce qui m'a permis de m'en sortir. Quand j'ai réussi à sortir la tête de l'eau, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être la seule dans cet état-là, dans cet état de santé-là. Et j'ai donc choisi de me former à l'école Gayaveda, qui est une école qui est co-dirigée par des médecins ayurvédiques. Puis j'ai choisi de me spécialiser en psychologie ayurvédique. Et aujourd'hui, je souhaite accompagner les personnes dans la gestion du stress, dans la détox émotionnelle, et les permettre de retrouver un état de santé optimal ou, dans notre cas, de pouvoir préserver leur état de santé actuel. Parce que l'Ayurveda, c'est surtout une médecine de préservation de la santé. Donc, je vous en dis plus sur l'Ayurveda. Je vais faire un petit point historique et voilà, un peu plus d'éléments de contexte sur l'Ayurveda. Généralement, on sait à peu près tous que c'est la médecine ancestrale indienne, ou en tout cas, on en a vaguement entendu parler, on sait que ça vient de l'Inde. Par contre, l'Ayurveda, c'est une science qui est extrêmement vaste, et il faut savoir que c'est la mère de toutes les médecines, et qu'elle est connue pour être la plus ancienne médecine du monde. Elle aurait plus de 5000 ans, et elle aurait trouvé sa source non pas au Kerala, comme on peut le penser si vous avez eu l'occasion de vous renseigner un petit peu sur l'Ayurveda, mais elle trouve sa source dans l'Himalaya. En fait, à l'époque, il existait un peuple spirituel nommé Arya, qui s'intéressait particulièrement aux sciences et à l'astronomie, et qui vouait un culte à la mère Terre comme d'autres peuples de cette époque, comme on peut trouver en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Et c'est dans cette région que s'est aussi développé le développement d'une langue qu'on appelle le sanskrit, qui est aujourd'hui une langue disparue, en tout cas qu'on n'utilise pas, mais qui est quand même à la racine de l'ensemble de nos langues modernes. Alors je vous dis qu'elle a disparu, mais en fait pas totalement, parce que quand on s'intéresse à l'Ayurveda, quand on étudie l'Ayurveda, on utilise énormément le sanskrit et les termes sanskrits. Et c'est ce qui peut rendre un peu moins accessible cette médecine dans un premier temps. En fait, pourquoi on utilise le sanskrit? C'est parce qu'on s'appuie beaucoup sur des traités médicaux très anciens, qui sont nommés Karaka Samhita et Sushruta Samhita, et qui sont venus détailler et matérialiser l'Ayurveda, qui était jusqu'alors transmis à l'oral, comme beaucoup de sciences, beaucoup de connaissances à cette époque-là.
Et cette écriture en fait de ces textes, elle a pris beaucoup plus d'importance au moment de la colonisation anglaise. Il faut savoir que l'Inde a été colonisée pendant de très très nombreuses années par les Anglais. Et à ce moment-là, comme toute colonisation, il y a aussi une visée aussi de la colonisation culturelle, de la colonisation de la connaissance en fait du pays. Et donc l'Ayurveda a été réprimé, les médecins ayurvédiques ont été soit tués, soit amputés de leurs mains pour leur empêcher d'exercer. Et c'est donc dans ce contexte-là que beaucoup de textes ont vu le jour et c'est ce qui a permis de préserver une grande partie de la connaissance qu'on réussit à avoir aujourd'hui sur l'Ayurveda. Et donc en Inde, si vous allez en Inde aujourd'hui, vous verrez très très facilement cohabiter la médecine ayurvédique avec la médecine allopathique et la médecine moderne. Donc vous aurez des hôpitaux, des cliniques où sera pratiquée exclusivement la médecine ayurvédique. Et ça ne pose aucun problème, aucune difficulté. Et vous avez notamment le ministère de la Santé indien, Ayush, qui fait très régulièrement la promotion de cette médecine. En fait, cette médecine, pourquoi ils en font la promotion? C'est parce qu'elle est très accessible pour tout le monde. Elle ne demande pas de matériel, de médicaments très élaborés. En fait, ça part de plantes, d'épices qu'on trouve très facilement en Inde. Et donc, c'est une médecine qui est très accessible pour une bonne partie de la population. Enfin, pour terminer sur l'Ayurveda, sur la première partie de l'Ayurveda sur l'historique, il faut savoir que c'est une médecine qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé comme une médecine à part entière, au même titre que la médecine moderne. Et il y a une visée de promotion en fait, des médecines traditionnelles telles que l'Ayurveda ou la médecine chinoise par l'Organisation mondiale de la santé. Voilà pour le point historique. Concernant les concepts de base de l'Ayurveda, il faut savoir que ça s'appuie sur les 5 éléments, donc qui sont l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. On part du principe que le corps humain est composé des 5 éléments suivants, appelés Pachamautas en sanskrit, au même titre que n'importe quel élément de la nature. On associe à cela Atman, qui va signifier l'âme ou l'esprit, et tout ceci, ça constitue le corps humain. Alors je conçois que ça semble très loin de notre vision moderne du corps humain aujourd'hui, mais en tout cas je peux vous dire qu'à travers cette définition des 5 éléments, des différentes qualités qui les concernent, on arrive à décrire le fonctionnement humain de manière très logique, et cette démonstration est imparable quand on la met en application. Il faut dire qu'en fait la médecine ayurvédique, c'est une médecine empirique qui s'est développée au travers des différentes expériences, des différentes expérimentations. Et donc, pour en revenir aux 5 éléments, on va avoir dans notre corps une prédominance d'un ou plusieurs éléments, et c'est ce qui va nous permettre de déterminer les doshas. Les doshas, ce sont les énergies vitales qui existent dans la nature, mais aussi dans notre corps humain. Alors, je vais en parler plus particulièrement, plus en détail après, mais vous avez 3 doshas principaux qui sont Vata, Pitta et Kapha. Alors, vous allez avoir ces 3 doshas dans votre corps, mais dans des dimensions différentes. Et pour que votre corps fonctionne bien au niveau physique et émotionnel, pour qu'il fonctionne à pleine puissance et en harmonie, eh bien, il faudrait que notre dosha ou nos doshas dominants soient équilibrés. Et pour ça, il faut qu'on adopte des bonnes attitudes de vie, des bonnes attitudes alimentaires pour pouvoir garder notre corps en état d'équilibre. Alors, on est chacun avec une constitution. C'est une constitution qu'on a à la naissance, qu'on appelle la prakriti. Et c'est vers cette constitution qu'on doit toujours raisonner, qu'on doit toujours tendre. Le problème, c'est que dans nos vies, les années passant, on va être confronté à différentes sources de déséquilibre qui vont être extérieures à nous, mais qui peuvent être aussi internes, notamment par une mauvaise alimentation. Et ça va créer des déséquilibres dans chacun des doshas et constituer un état pathologique. Ça peut être plus ou moins grave, ça peut être des états pathologiques minimes,
mais ça reste tout de même un déséquilibre, et ces petits déséquilibres cumulés vont emmener vers des maladies plus graves, voire incurables. Et ces états de déséquilibre, on va l'appeler bikram. Donc la force de la médecine indienne, c'est que on ne va pas traiter le symptôme de la maladie ou la maladie en tant que telle, ou le symptôme de la maladie. Bon, on va surtout comprendre quelles sont les causes de la maladie, quelles sont les causes en fait qui résonnent avec vous en tant que personne, en tant qu'individu, et on va traiter le malade et non pas la maladie. Et on va traiter surtout la cause de cette maladie qu'on va chercher à comprendre. C'est ça l'essentiel en fait du diagnostic qu'on a eu en Veda. Et c'est ce qui fait que cette médecine fonctionne très bien et qu'elle est encore utilisée aujourd'hui. Donc quand j'accompagne des personnes, je vais d'abord réaliser un bilan pour déterminer sa constitution de naissance et ses déséquilibres, et je vais lui fournir un programme avec des habitudes de vie à mettre en place, toujours en accord avec sa volonté. L'idée, c'est pas de changer des habitudes du jour au lendemain, mais c'est de pouvoir faire des changements progressifs. Et donc, une fois que ce bilan est établi, on propose un programme alimentaire adapté qui va pouvoir répondre aux besoins du corps. Concernant les 3 énergies vitales, les doshas. Alors là, je vous propose d'être plutôt attentif à cette partie-là, parce que ça va vous donner les clés. Vous allez certainement vous reconnaître dans l'une ou l'autre des descriptions, ou dans plusieurs, ou certainement 2 ou 3 de ces descriptions. Et gardez en tête la description dans laquelle vous vous retrouvez le plus, parce que ça va être intéressant pour vous par la suite quand je vais donner des conseils spécifiques pour tel ou tel dosha. Donc je commence par le premier qui est Vata. Alors Vata, c'est l'énergie du mouvement. Les personnes qui sont de prédominance Vata vont manifester des caractéristiques physiques ou émotionnelles qui vont être liées aux qualités de l'éther ou de l'air. Donc ce sont les éléments qui sont les principaux constituants de Vata. Donc ça va se caractériser par des personnes qui sont très actives, qui sont mobiles, qui sont infatigables et qui débordent d'énergie. Elles ont un métabolisme qui est rapide et donc elles sont souvent minces. Elles ont une musculature qui est souvent peu développée, mais par contre elles ont des articulations qui ont tendance à être protubérantes et qui ont tendance aussi à craquer. Au niveau de leur peau, elle est sèche, elle est rugueuse, elle est fine et les veines sont souvent visibles. Concernant le sommeil, l'alimentation, les habitudes personnelles de ces personnes qui sont Vata en dominante sont plutôt désordonnées, plutôt irrégulières. Ce sont des personnes qui ne vont pas forcément se coucher à la même heure, qui ne vont pas forcément manger à la même heure. Et donc c'est un sommeil qui peut être très facilement perturbé parce qu'ils ont un sommeil qui est plutôt léger, et donc les personnes Vata sont sujettes aux insomnies. Au niveau de leur élocution, de leurs gestes, ce sont des gestes qui sont habituellement rapides. Ce sont des personnes qui sont bavardes et qui apprécient toute forme de communication. Au niveau de l'environnement, ce sont des personnes qui vont détester le froid, les environnements venteux, secs ou très froids. Donc ce sont plutôt des personnes qui sont frileuses. Donc ces personnes sont vives mentalement et émotionnellement. Elles reçoivent généralement très rapidement l'information, elles la comprennent très vite et elles manifestent souvent très facilement leurs émotions. Donc, même si ce sont des personnes qui apprennent vite, elles ont par contre plutôt mauvaise mémoire. Elles apprennent vite mais elles retiennent peu. Par contre, ce sont des personnes qui affichent une très grande créativité, un bon sens de l'innovation et qui sont extrêmement sensibles. Généralement, les personnes qu'on dit hypersensibles, ce sont des personnes qui vont être de constitution Vata. Concernant les personnes Pitta, c'est l'énergie de la transformation et les éléments principaux vont être le feu et l'eau. Et donc les personnes Pitta sont plutôt de stature moyenne et ont un plus grand développement musculaire que les personnes Vata.
Leur peau est plutôt douce et plutôt chaude. En fait, vu que dans leur constitution, ils ont du feu, donc ils vont dégager pas mal de chaleur, ils vont produire pas mal de chaleur, ce qui peut conduire à des phénomènes de transpiration excessive. Au niveau des cheveux, ce sont des personnes qui ont des cheveux plutôt fins, des cheveux qui sont plutôt de couleur rousse ou blonde. Mais voilà, après, vous pouvez avoir ça et sans avoir spécifiquement ce type de couleur de cheveux. Ce sont quand même des personnes qui vont présenter des signes prématurés de cheveux gris, de calvitie ou une importante chute de cheveux. Elles vont avoir leur peau qui va facilement rougir et elles ont souvent des taches de rousseur, des grains de beauté. Elles font souvent des poussées d'acné au cuticulaire et elles peuvent attraper très facilement des coups de soleil. Au niveau de leur appétit, c'est des personnes qui vont avoir un appétit intense, qui sont capables de manger des grandes quantités de nourriture et de digérer assez facilement sans trop se soucier. Au niveau du sommeil, c'est des personnes qui vont avoir un sommeil modéré et qui n'est pas facilement perturbé. Les individus Pitta parlent fort, avec passion. Ce sont des personnes qui vont généralement dominer une conversation. Par contre, voilà, c'est des personnes qui sont plutôt extraverties et qui aiment être le centre de l'intérêt. Au niveau des émotions, ce sont des personnes qui habituellement maîtrisent très bien leurs émotions et c'est pour ça qu'on les retrouve généralement dans des métiers assez haut placés, dans des métiers de direction, généralement ce sont des personnes qui vont être avoir des postes de commandement. Mais par contre, ça peut quand même être des personnes qui peuvent devenir irritables, coléreuses, très critiques quand elles sont en proie au stress ou à la peur. Généralement, ce sont des personnes qui ont une grande intelligence et qui sont très perspicaces. Donc voilà pour les personnes Pitta. La dernière constitution, c'est Kapha. Kapha, c'est l'énergie de tout ce qui vient protéger, qui vient nourrir. Et les principaux éléments sont l'eau et la terre. Et vraiment, on va retrouver cette qualité de lourdeur. Donc les personnes qui sont Kapha tentent à avoir une constitution plus lourde, plus solide ou plus imposante. Elles sont souvent en excès de poids, mais leur musculature est très développée. Au niveau de leur peau, elle est plutôt épaisse, elle est lisse, grasse et très colorée. Au niveau de leur teint, il est plutôt pâle avec des cheveux épais ou ondulés. Et les individus de type Kapha, quant à leur appétit, il est plutôt faible ou modéré, mais ils ont une digestion lente. Et c'est ce qui fait que ces personnes vont avoir des problèmes de poids. C'est parce qu'elles vont mal assimiler la nourriture et venir stocker en fait ces aliments mal assimilés. Par contre, le problème, c'est que c'est généralement des personnes qui aiment les bons petits plats et qui aiment cuisiner. Par contre, les personnes qui affairent dans leur mouvement et leur activité, ce sont des personnes qui ont tendance à être plutôt lentes, qui font les choses de manière méthodique. Par contre, ce sont des personnes qui sont très endurantes, qui savent faire les choses dans la durée, qui savent aller au bout des choses. Cependant, ces personnes peuvent faire preuve de paresse, de léthargie, et ça, en fait, c'est dû à la lourdeur de leur douchage et de chaque Kapha. Et ça se retrouve aussi dans leur sommeil. Ce sont des personnes qui ont tendance à beaucoup dormir. Au niveau de leur caractère, c'est des personnes qui vont préférer rester dans des environnements familiers, se raccrocher aux traditions, se raccrocher aux valeurs familiales. Et c'est des environnements qui vont venir les conforter. Au niveau intellectuel, c'est des personnes qui vont apprendre lentement. Enfin, on a bien compris que Kapha, c'est plutôt l'éloge de la lenteur. Mais par contre, ce sont des personnes qui ont une excellente mémoire dans la durée. Excusez-moi, le son, il est très très mauvais. On n'entend presque rien, avec beaucoup d'interférences. Ah bah c'est peut-être ma connexion. Je suis désolée, je ne sais pas comment améliorer ce problème-là. J'ai un micro pourtant. Bon, j'ai continué comme ça. Je vous avoue que je n'ai pas d'autres moyens là à ma disposition pour améliorer cette problématique.
Donc au niveau des individus kapha, c'est des personnes qui peuvent être très sentimentales, nostalgiques et faire preuve de beaucoup de romantisme. Ce sont des personnes qui sont très tolérantes, qui savent pardonner aux personnes. Ce sont également des personnes qui aiment appartenir à un groupe, à une communauté, et ce sont souvent des personnes qui vont être le liant en fait dans cette communauté, qui vont faire que cette communauté ou cette famille va tenir. Donc voilà pour la présentation globale des 3 doshas. Vous êtes certainement reconnu dans 1, 2 ou 3 de ces doshas, et l'idée c'est de voir quelle devrait être la prédominance. Donc pour ça, en fait, vous avez la possibilité de faire des tests sur Internet, ça vous donnera une première idée, mais je ne peux que vous conseiller de faire un bilan complet avec un praticien en Ayurveda. C'est qu'à ce moment-là que vous saurez vraiment déterminer quelle est votre constitution de naissance et quels sont vos déséquilibres. On va passer à la nutrition ayurvédique, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Je vais d'abord commencer par démontrer quelques idées reçues sur la nutrition ayurvédique. Parce qu'on entend pas mal de choses, comme n'importe quel sujet qui est souvent à la mode. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être. Et une des premières idées reçues, c'est que la cuisine ayurvédique, l'alimentation ayurvédique, c'est la cuisine indienne. Eh bien non, pas obligatoirement. En fait, la cuisine ayurvédique répond à un certain nombre de critères, de principes, et c'est pas forcément la cuisine indienne. Et il y a beaucoup de plats indiens qui ne sont pas ayurvédiques. Et notamment ce que vous pouvez trouver généralement dans les restaurants qui vont être très lourds, pas forcément équilibrés en saveur, même dans la composition des plats, c'est pas forcément équilibré de manière ayurvédique. Et donc ce n'est pas de la cuisine ayurvédique. Vous pouvez avoir une alimentation ayurvédique en ayant une alimentation qui rejoint plutôt de l'alimentation française, occidentale, sans problème, à partir du moment où ça répond à un certain nombre de critères dont je vais vous parler par la suite. Excusez-moi. Est-ce que, en fait, on a plein de grésillements. Est-ce que vous pensez que vous pouvez essayer de peut-être rebrancher et débrancher votre micro? Peut-être qu'il y a un faux contact ou quelque chose comme ça. Sinon, si je le débranche, c'est mieux? Oui, il n'y a pas les grésillements, oui. Enfin, pour moi, c'est ça, c'est mieux. D'accord. Bon, je vais continuer comme ça. Oh, désolée. Merci pour l'idée, en tout cas. Concernant la deuxième idée reçue, c'est que l'alimentation saine, c'est l'alimentation ayurvédique. Eh bien, il y a beaucoup de similitudes, mais c'est pas seulement l'alimentation saine, ça va plus loin que l'alimentation saine. En fait, quand on parle d'alimentation saine, si vous voulez, on vous parle d'un aliment, on va vous parler des bienfaits, on va vous dire, par exemple, que le gingembre, ça va avoir des effets sur la digestion, ça va aider à la digestion. Ça, ce n'est pas faux du tout, c'est vrai. Par contre, en Ayurveda, on va aller plus loin. On va expliquer que oui, ça a des bienfaits. Par contre, les personnes qui sont pitta, qui ont déjà du feu, on ne va pas ramener du piquant qui va venir faire exploser en fait ce feu en elles. Donc du coup, on va leur dire que le gingembre, oui, vous pouvez en utiliser, mais par contre, ça sera avec modération. Donc ça va nous permettre de vraiment donner des conseils individualisés en termes d'alimentation vis-à-vis de la personne, et pas seulement se baser sur les bienfaits des aliments et le proposer aux personnes en disant tel aliment c'est bon pour la santé, donc vous pouvez en consommer. On va aller beaucoup plus précisément sur ce que la personne est capable d'assimiler ou non. Dernière idée reçue, c'est que l'alimentation ayurvédique est l'alimentation végétarienne. Eh bien non, pas nécessairement. En fait, c'est pareil, on va chercher à savoir quels sont concrètement vos besoins. Une personne vata, par exemple, peut avoir des besoins en protéines animales parce que c'est une personne qui peut avoir des difficultés à assimiler, qui a un appétit qui est assez variable et donc va à certains moments avoir besoin d'avoir des protéines animales parce qu'elle va être très faible. Et donc, l'alimentation ayurvédique ne va pas proposer de la viande. Par contre, elle va choisir son type de viande, la fréquence à laquelle on va intégrer la viande dans l'alimentation. Et du coup, ce n'est pas nécessairement une alimentation végétarienne.
Alors, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire la nutrition ayurvédique. Eh bien, c'est une alimentation qui va être concrètement adaptée à vos besoins spécifiques, à vous individuellement, et pas à la personne qui est à côté de vous, qui peut avoir potentiellement la même constitution que vous, mais voilà, vous aurez toujours des différences. On est tous conscients qu'on est chacun différent, qu'on a tous des critères d'assimilation très différents. Et donc, on va se baser sur votre capacité digestive dans un premier temps. Quand je reviens sur les doshas, les personnes vata, en fait, ce sont des personnes qui généralement vont avoir une capacité digestive très fluctuante. Donc, c'est-à-dire qu'à des moments, elles vont avoir très faim, à d'autres moments, elles n'auront pas du tout faim, et elles ne sont pas en capacité de digérer des repas très copieux. Donc, on va plutôt adapter l'alimentation avec les portions, avec les légumes, les fruits qu'on va choisir. Les personnes pitta, c'est des personnes qui sont capables d'ingérer une grosse quantité de nourriture et de très facilement les digérer. Par contre, il ne va pas falloir faire des excès de certaines saveurs, comme le piquant par exemple, parce que si vous rajoutez du chaud sur du chaud, ça crée des brûlures. Les personnes kapha, c'est des personnes qui ont généralement assez peu d'appétit, en tout cas de base. Je ne parle pas des envies de l'alimentation, mais de l'alimentation émotionnelle. Mais là, ce sont des personnes qui ont une digestion qui va être lente. Et donc, on va adapter les quantités et les légumes qu'on va proposer à ces personnes. Donc, la capacité digestive, c'est très important en nutrition ayurvédique. C'est ce qui va vous permettre de construire un programme adapté. La capacité digestive, on va la corréler avec sa constitution, comme je vous l'ai expliqué, donc vata, pitta ou kapha. Généralement, vous avez deux doshas dominants et donc du coup, on va ajuster l'alimentation en fonction de ces deux doshas-là. On va aussi adapter l'alimentation en fonction de la saison. Quand je parle de saison, je parle bien entendu de la saisonnalité des fruits et légumes. Ça, il va sans dire qu'il est préférable de manger des fruits et légumes de saison. Par contre, on va aussi travailler sur les effets en fait des saisons. Donc, quand on est en saison froide, on est plutôt amené à manger des choses chaudes, à vouloir manger chaud, un peu plus lourd, un peu plus consistant. Et quand on arrive au printemps, là, cette période-là, kapha, où on a bien, on a mangé souvent une alimentation un peu riche, on s'est bien on a consommé pas mal de tissus, pas mal de graisses, et bien ça va commencer à se liquéfier. Et donc on va adapter l'alimentation au printemps d'une manière assez différente en privilégiant un certain nombre de fruits et légumes. Restez jusqu'à la fin de cette conférence parce que je vous donnerai des conseils sur l'alimentation que vous aurez à mettre en place, qu'il serait préférable de mettre en place au printemps. Le dernier critère, alors là c'est des critères généraux, hein, mais en tout cas le dernier critère que j'ai choisi et de vous présenter aujourd'hui, c'est l'équilibre des goûts et des quantités. En fait, les goûts ont une importance, une très grande importance en fait dans la nutrition ayurvédique. Ils vont répondre à différents traits. Il faut savoir que le goût, c'est ce qui va permettre l'équilibre du corps lorsqu'il est utilisé en quantité appropriée. En cas d'utilisation excessive d'un goût ou des goûts, c'est ce qui va aggraver les doshas pour lesquels ils ont des propriétés similaires. En fait, on va associer certains goûts aux doshas. Et donc, si vous mangez trop, par exemple, le pitta, il va avoir des éléments comme le piquant, le goût comme le piquant associé. Si vous mangez trop de piquant et que vous êtes pitta, eh bien, ça va potentiellement créer des douleurs d'estomac, des remontées gastriques, des brûlures d'estomac, enfin, tout ce genre de difficultés digestives. Troisième chose, lorsque les goûts sont utilisés en quantité inappropriée, eh bien, ils peuvent devenir nocifs. Par exemple, trop de sucre, on sait que ça peut créer des maladies. Trop d'acide, trop de salé aussi, ça va créer des complications, des déséquilibres qui peuvent devenir pathologiques. Par contre, problème, en fait, on a 90% de nos aliments qui sont doux ou sucrés. Alors quand je dis doux ou sucré, c'est que vous pouvez par exemple avoir des aliments qui, quand vous allez le manger, qui vont pas forcément avoir un goût sucré ou doux au premier abord. Par contre, en Ayurveda, on va déterminer en fait
le goût que vous allez avoir tout de suite en bouche. Et après, il y a l'effet post-digestif et l'action en fait sur votre corps. Et quand on réunit tout ça, on a 90% de nos aliments qui sont sucrés ou doux. Et donc c'est pour ça que les 5 autres goûts sont importants, parce qu'ils vont aider à digérer la nourriture. En fait, ça va être des équivalents de médicaments pour l'alimentation. L'idée, c'est alors de les combiner avec les aliments, avec des herbes. Et l'idée, c'est d'avoir les 6 goûts dans votre assiette, c'est-à-dire sucré, acide, salé, piquant, amer et astringent. Alors, ça paraît compliqué comme ça, mais quand on commence à s'intéresser à la nutrition ayurvédique, on se rend compte qu'il y a des herbes qui peuvent apporter ces différents goûts, il y a des épices qui vont venir apporter ces différents goûts, ces différentes saveurs, et c'est ce qui va permettre d'équilibrer l'assiette, d'équilibrer en goût. On a séparé en 2 catégories les goûts. Vous allez avoir les aliments sucrés, acides et salés qui vont avoir une action constructive, donc on va dire anabolie, c'est-à-dire qu'ils aident à la formation des tissus. Et vous allez avoir les goûts comme piquant, amer et astringent qui ont une action qui est plutôt réductrice, donc plutôt catabolique. Donc par conséquent, on va devoir trouver un équilibre entre construire et réduire. Et pour ce faire, il faut équilibrer les protéines, les glucides et les lipides qui sont plus lourds avec des légumes, des fruits et les herbes qui vont être plus légers. Et les épices vont venir jouer un rôle très important en fait dans cet équilibre de l'assiette. Alors, quelle est la répartition d'une assiette ayurvédique? Si vous prenez une assiette végétarienne, alors il n'y a rien de révolutionnaire dessus, parce qu'en Ayurveda, on ne va pas parler de quantité, on ne va pas parler de grammage, on va parler de calories. Mais on va vraiment être conscient en fait de sa satiété. Par contre, on donne quelques indications quand même sur constituer son assiette. Et donc, pour une assiette végétarienne, vous allez utiliser 1/3 de céréales ou de légumineuses et 2/3 de légumes crus ou cuits. Alors, on privilégie plutôt les légumes cuits plutôt que les crus. Les légumes crus étant plus difficiles à digérer, ça sera vraiment les personnes avec un très bon peu digestif qui vont pouvoir manger des aliments crus, donc notamment les personnes qui. Vous allez éviter de boire pendant les repas. Ça, je vais en parler par la suite sur les principes de la diététique ayurvédique, mais c'est important d'éviter de boire pendant les repas. Par contre, vous avez la possibilité de terminer par une tisane digestive avec des grains de fenouil ou de cumin. Ça va venir grandement aider en fait à bien digérer, et qui dit bien digérer dit bonne assimilation des aliments, des nutriments, et donc une création de toxines. Sur la répartition d'une assiette non végétarienne, vous aurez 1/3 de produits animaux avec du curcuma et du poivre. Alors là, je vous ai donné ces épices-là parce qu'elles sont très faciles à trouver, on en a généralement un peu dans nos placards. C'est ce qui va permettre en fait de compenser en fait les éléments négatifs des produits animaux. On va privilégier des viandes comme de la volaille et éviter absolument le bœuf et le porc. On va utiliser 2/3 des légumes, 2/3 de notre assiette pour mettre des légumes crus ou cuits. On va toujours éviter de boire pendant les repas et on peut toujours terminer par une tisane digestive. Voilà un peu pour la constitution d'une assiette. Sur les principes diététiques en Ayurveda, alors vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui tombent sous le sens, qui sont logiques. Par contre, c'est pas pour autant qu'on les applique au quotidien. Et malgré tout, ça a une importance fondamentale parce que l'alimentation, en fait, c'est notre premier médicament, c'est ce qui évite en fait d'avoir recours à la médecine. Donc on a tout intérêt à faire très attention à notre alimentation, à être particulièrement vigilant, à appliquer notamment ces principes de diététique ayurvédique. Le premier principe, c'est que les aliments sont cuisinés pour être consommés tout de suite. L'idée, c'est de manger des aliments vraiment frais, extra frais, et d'éviter d'avoir à chauffer et réchauffer des plats parce qu'à ce moment-là, les aliments vont perdre de leur valeur nutritionnelle, vont perdre de leur prana. Le prana, c'est l'énergie vitale en Ayurveda. Il faut choisir les aliments de premier choix et faciles à digérer. Et ça, c'est en accord avec votre constitution. Si demain vous venez me consulter, je vous ferai une liste d'aliments qui sont préférables à consommer pour vous, d'autres aliments que vous pourrez consommer plus occasionnellement, et des aliments qu'il vous faut éviter ou manger mais vraiment très rarement. Et c'est des choix qui sont très importants pour votre digestion.
Les repas doivent être pris à l'issue d'une digestion complète du repas précédent. Si vous vous remettez à table et que vous n'avez pas fini de digérer votre repas précédent, vous allez créer un désordre dans votre système digestif et vous allez créer de mauvaises assimilations de votre nourriture. Qui dit mauvaise assimilation dit création de toxines dans le corps qui vont venir stocker, qui vont venir se mettre dans des endroits spécifiques et ce qui petit à petit va créer la maladie. La première phase d'une bonne digestion, c'est de prendre le temps de mâcher correctement vos aliments et de manger dans une ambiance détendue. L'idée, c'est de pouvoir manger en conscience. Et surtout, il est important de ne pas manger sous toutes les émotions. Si vous êtes stressé, si vous avez peur, si vous êtes en colère, il vaut mieux s'abstenir de manger que de manger à tout prix, parce qu'en fait, vous allez amplifier les effets de ces émotions à l'intérieur de votre corps et on arrive toujours au même résultat, c'est la création de toxines qu'on appelle AMA en Ayurveda. En fait, on est vraiment en train de combattre ça, ces toxines-là, parce que c'est vraiment à partir de là que va se créer les différentes pathologies. On va vous demander aussi d'avoir des portions qui vont être modérées. L'idée, c'est qu'en sortant de table, vous ayez votre estomac qui soit rempli aux 3 quarts et vous laissez un quart restant pour faciliter les mouvements de l'estomac et faciliter la digestion. Donc il va falloir manger pour combler la faim, mais pas manger plus que votre faim. Donc il faut être conscient en fait de cette satiété, et pour être conscient de votre satiété, il faut prendre le temps d'apprécier chaque aliment. Pour ça, pour apprécier chaque aliment, eh ben, il faut les choisir de manière à ce que ça corresponde à votre constitution, mais également à votre humeur du moment. Aller vers des aliments qui vous donnent envie. L'idée aussi, c'est de partager le plaisir d'un repas et de se dégager de tout stress, de manger dans une bonne ambiance, dans une ambiance sereine. Si on voulait aller plus loin, en fait, ce que nous dit l'Ayurveda, c'est qu'il faudrait manger même tout seul, en silence, pour être vraiment conscient de ce qu'on mange. Aujourd'hui, ça reste quand même très compliqué de fonctionner comme ça et ça peut même être un peu anxiogène de manger en silence tout seul face à son assiette. Point très important, comme je vous le disais, il ne faut pas boire pendant les repas et surtout pas boire de l'eau glacée avant, pendant et après le repas. En fait, le frais, la froideur en fait, de cette eau va créer un choc dans le corps et va inhiber également la digestion. Pour vous faire une métaphore, votre estomac, c'est ce qui contient la chaleur, le feu digestif. Et donc, si vous venez mettre de l'eau froide dessus, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça va éteindre ce feu. Et donc, du coup, ça va éteindre votre feu digestif, votre capacité digestive. Et du coup, vous allez beaucoup moins bien assimiler les aliments que vous ingérez. Et qui dit mauvaise assimilation, dit la création de toxines. Je reviens toujours en haut. Dernier principe, ça regroupe un peu tout, c'est de manger en conscience. Soyez réellement conscient de ce que vous mangez et soyez reconnaissant de la nourriture que vous mangez. C'est une dimension un peu spirituelle, mais l'Ayurveda revêt aussi un peu ces éléments de médecine et de spiritualité. Et c'est important en fait de pouvoir l'intégrer petit à petit en fait dans votre quotidien et notamment à travers vos repas. Des conseils alimentaires. Si vous êtes reconnu dans les personnes de type Vata, vous êtes certainement une personne qui a tendance à manger vite. Et donc il est important pour vous de faire attention à bien mastiquer pour améliorer votre digestion. N'oubliez pas que vous n'avez pas le meilleur feu digestif et donc du coup vous pouvez être très facilement sujet à des difficultés de digestion. Il est important pour vous de manger dans le calme, de boire une tisane digestive après le repas et d'ajouter des épices carbonatives au plat. Donc ce sont des épices qui vont venir éliminer en fait les effets de certains aliments qui peuvent créer en fait des gaz et les personnes Vata vont être très sujets à ce type d'inconvénients. On va proposer aux personnes Vata aussi de manger leur plus grand repas à l'heure de midi, puisque c'est l'heure de Pitta. Comme je vous l'ai dit, les 5 éléments qui sont en lien avec la nature sont les mêmes chez nous. Donc Pitta, c'est le feu, donc c'est peut être assimilé au soleil. Et on sait bien qu'à midi, c'est là que le soleil est le plus haut, c'est là qu'il chauffe le plus. Et donc logiquement, si vous avez des difficultés au niveau de votre feu digestif, à quel moment il va être le plus fort? Et ça va être à midi. Donc c'est pour ça qu'on va privilégier le plus grand repas le midi.
Les personnes Vata vont être des personnes qui peuvent aussi avoir déjà des faiblesses, des carences. Donc on va éviter pour ces personnes le jeûne ou les cures de jus. On ne va pas mettre le système en alerte. C'est des personnes qui peuvent très facilement se déséquilibrer et qui peuvent perdre du poids. Sachant que c'est des personnes qui sont généralement très minces, on va éviter de leur faire perdre encore plus de poids. Par contre, on va privilégier des repas plus fréquents, en plus petite quantité et des collations. Et on va leur proposer d'avoir des repas qui sont chauds, plus onctueux. Et on va tenir compte de leur capacité digestive du moment. Et pour les aider à digérer, on peut leur proposer aussi de se masser le ventre avec une huile chaude, qui peut être de l'huile de ricin, si elles sont sujettes à la constipation, ou de l'huile de sésame, tout simplement, qui est une huile énormément utilisée en Ayurveda, et qui a les meilleures propriétés. Le conseil alimentaire pour Pitta, les personnes Pitta, ce sont des personnes qui peuvent manger une grande quantité de nourriture. Par contre, on va quand même privilégier des aliments verts riches en chlorophylle tels que les légumes et certains fruits. On va leur demander de prévoir leur repas à l'avance pour leur éviter de choisir des éléments qui vont être pauvres en nutriments. Et surtout, on va leur déconseiller la viande parce que ça va venir déséquilibrer encore plus Pitta, déséquilibrer du feu. En gros, c'est comme si vous veniez mettre du gras en fait sur du feu. Vous voyez un peu ce que ça donne. Et ben, c'est la même chose dans l'autre corps. Donc, il faut donc éviter les aliments riches en protéines tels que les légumineuses, les céréales et certaines noix. On va leur demander de mâcher du fenouil, des graines de fenouil, parce que ça va venir faciliter leur digestion et éviter les brûlures d'estomac, parce que le fenouil, c'est une épice qui est refroidissante. Vous allez éviter également l'alcool, les vinaigres, les aliments fermentés, parce que ça ne fait pas non plus bon ménage avec votre flux digestif. Voilà. Après, sur les personnes Pitta, vu que c'est des personnes qui aiment aussi l'ordre, qui aiment les règles, on va leur proposer aussi de manger dans un environnement qui va être propre et ordonné. En fait, c'est important pour eux parce que sinon, si elles ne sont pas dans ce type d'environnement, ça va créer un stress, qui peut être conscient ou inconscient, mais ça va créer un stress en fait en elles et du coup impacter leur état digestif. Pour les personnes Kapha, c'est des personnes qui ont un peu de mal à se mettre en mouvement et qui du coup ont un métabolisme qui est lent, une digestion qui va être plutôt lente. Donc pour ces personnes-là, on va leur demander déjà de faire une marche après le repas pour accélérer la digestion. Et on va proscrire la sieste. Le petit déjeuner pour ces personnes, ça sera plutôt un fruit tel qu'une pomme ou une poire cuite agrémentée de cannelle. La cannelle va aider à la digestion, mais c'est aussi une épice qui est un très bon antidote au sucre. Le sucre vers quoi le kapha est très facilement attiré. Ce sont des personnes avec lesquelles on va mettre en place des jeûnes quotidiens. En fait, on va leur proposer de faire des jeûnes de 14 heures en envisageant une nuit d'environ 8 heures. Pas plus, faut pas que c'est des personnes qui dorment plus de 8 heures. On y ajoutera 4 heures sans manger le soir et 2 heures sans manger le matin. Alors, ça ne sera pas sur une période très longue. L'idée, c'est pas de faire un choc aussi sur le corps. C'est que cette transition se fasse en douceur. Mais voilà, ça peut être une méthode pour équilibrer kapha. On va proposer aussi des pratiques de mise en mouvement à travers le yoga, à travers la respiration yogique. Donc, il y a des respirations de type Kapalabhati si vous êtes familiarisé avec le yoga et les respirations. Et donc, c'est une respiration qu'on propose énormément aux personnes kapha qui vont le pratiquer le matin à jeun. Et ça associé à des asanas, des mouvements du yoga pour mettre en mouvement, en action le corps pour la journée. Pour faciliter aussi la digestion, on peut proposer aux personnes kapha de mâcher un petit morceau de gingembre en amont des repas. Ça va relancer le feu digestif, ça va les aider à digérer. Ou ça peut être aussi des herbes toniques, des plantes toniques ou amères. Et ça peut être bénéfique pour certaines personnes qui n'aiment pas le gingembre ou qui n'ont pas envie d'avoir le goût du gingembre qui est très prenant quand même dans la bouche avant le repas. Pour ça, vous aurez des plantes qui vous seront conseillées par votre praticien en Ayurveda ou votre herboriste. Et les personnes kapha peuvent finir leur repas avec une tisane réchauffante qui va être plutôt astringente, donc qui va venir un peu assécher, parce que kapha, ce sont des personnes qui ont quand même beaucoup d'eau en elles.
voilà, et puis après, on en revient aussi sur le fait de favoriser la mise en mouvement, parce que cette mise en mouvement, elle va permettre une meilleure digestion, mais elle va aussi permettre aux personnes CAFA de reprendre confiance en elles et aussi de mieux éliminer ce qu'il y a à éliminer et que ça ne soit pas stocké. Les personnes CAFA peuvent très facilement ne faire que 2 repas par jour au lieu des 3. C'est pour ça que ce sont des personnes qui peuvent faire des jeûnes intermittents par exemple. Mais bon, voilà, l'idée c'est pas de mettre non plus le corps dans un état de stress. Donc voilà, il ne faut jamais aller sur des pratiques. En Ayurveda, on ne va jamais sur des pratiques très difficiles. On y va toujours en douceur, en préparation. Et notamment quand on parle de pratiques, on entend beaucoup parler en ce moment parce que le printemps arrive, c'est la détox. Et une détox, ça se prépare. En fait, le printemps, c'est une saison qui est caractérisée par l'arrivée progressive de la chaleur, de l'humidité, avec une douceur qui est plutôt palpable. C'est une saison qui est appréciée parce qu'on a voilà, toute cette douceur, c'est une période nourricière, la nature va se réveiller. Voilà, et le printemps et le CAFA ont beaucoup en commun, en fait. Notamment au niveau de l'élément eau. C'est souvent à ce moment-là qu'en fait on va avoir la sève des arbres qui vont couler. Par contre, par exemple, en ce moment, on dit souvent de faire une détox avec de la sève de bouleau. Et ben, c'est parce que c'est à ce moment-là que l'élément eau est présent en fait, dans la journée et qu'elle va venir se liquéfier après l'hiver où elle a été stockée. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va venir faire ces détox. Par contre, la détox, c'est quand même quelque chose qui va se préparer en amont et qui va se poursuivre les jours après la détox. Concernant le régime alimentaire au printemps, l'arrivée des températures qui sont souvent plus clémentes, ça marque souvent une baisse chez nous du désir de consommer des aliments qui sont lourds, comme on a pu le consommer durant les mois d'hiver. Au printemps, notre appétit a plutôt tendance à se diriger vers des fruits, des légumes frais, et c'est souvent le moment idéal justement pour le nettoyage. Donc vous pouvez utiliser pour vos détox des jus de légumes par exemple, ou aller plutôt vers un régime alimentaire avec plus de légumes frais, plus de légumineuses. En Ayurveda, on parle souvent d'un plat détox qui s'appelle le kitchari. Vous trouverez la recette du kitchari sur mon compte Instagram si vous le suivez, et elle sera bientôt disponible aussi sur mon site internet. C'est un plat détox par le plat détox phare, en fait, où on a des légumineuses, on a des légumes frais, et ça nous permet de pouvoir profiter de l'astringence en fait, de ces aliments pour pouvoir détoxifier notre corps après cet hiver. Durant cette période de printemps, il va être conseillé de plutôt privilégier les goûts piquants, amers et astringents et de manger des aliments qui vont être chauds et légers et relativement faciles à digérer. Et ce sont ces habitudes qui vont venir aider à retrouver un équilibre sur la production en fait, du mucus qui est plus important en hiver. Ça va venir réguler les différents niveaux d'humidité et ça va ouvrir les voies d'élimination qui sont essentielles à la purification de votre corps. Voilà pour la conférence. J'ai tenu le temps. Voilà. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur l'Ayurveda, si vous avez des questions, je vous invite à me contacter à travers mon site internet ou via Instagram où je suis très active. Vous pouvez me suivre, je mettrai régulièrement des conseils, des recettes. Vous pouvez me contacter par mail à mon adresse qui est décrite tout en bas. Voilà, je crois qu'il me reste quelques minutes. Si vous avez des questions ou des remarques, je suis disponible pour y répondre. La première question est toujours la plus difficile. Ou si vous n'avez pas de questions, voilà, c'est pas grave, vous pouvez me les poser en aparté, soit par message, soit via Instagram.
n'y a aucun problème. Bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, je vous entends bien, oui. Alors moi, je n'avais pas forcément de questions sur l'Ayurveda en soi, mais plutôt par rapport à vous. Où est-ce que vous avez fait où est-ce que vous avez été formé? J'ai été formée à l'école Gaia Vedar. C'est une école qui se situe près de Tours. Et en fait, dans cette formation, bon là, c'est un peu compliqué parce que normalement, on fait une partie aussi de la formation en Inde, où on fait des stages de professionnalisation. Là, en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour ça. Mais sinon, on peut maintenant assez facilement se former à l'Ayurveda en France. Par contre, ça demande quand même pas mal d'applications parce que c'est assez riche comme enseignement. Et voilà, vous trouverez des différentes écoles pour vous former, notamment sur le site ayurvedafrance.fr. Et en ce moment, je travaille pour la mise en place de la Fédération française d'Ayurveda. Et donc, par la suite, on aura un système encore plus cadré et avec des formations qui seront recommandées si vous le désirez. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à m'envoyer un message. Comme ça, je pourrais vous donner certaines écoles que je peux vous recommander. Oui, d'accord, merci. Je pense que j'ai été claire, vu qu'il n'y a pas d'autres questions. S'il vous plaît, bonjour. Pardon? Bonjour, bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, on n'a pas pu assister au début parce qu'il y avait un problème de connexion. Est-ce qu'on peut avoir la communication, s'il vous plaît? On vous enverra notre email parce que c'est très intéressant. Merci beaucoup, c'était très explicite. D'accord. Je crois qu'il y a un problème technique. Vous avez parlé de... s'il vous plaît, pour les aliments anabolisants et comment faire l'équilibre entre ce qui est catabolisant et anabolisant dans un même plat. Merci. Bien, en fait, c'est l'équilibre va se faire au travers des saveurs. Alors, vous allez choisir déjà des aliments qui vont vous permettre d'amener les différents goûts. Et ce qu'on ne trouve pas en fait dans les aliments, on va venir le rééquilibrer avec les épices. C'est là qu'en fait, souvent on dit que la nourriture ayurvédique, la cuisine ayurvédique est indienne parce qu'on utilise quand même pas mal d'épices. C'est ce qui va venir faire en fait un peu une sorte d'antidote à différents aliments. Donc par exemple, si vous avez vous avez des aliments qui vont être plutôt du sucré ou du doux, vous allez amener du piquant avec certaines épices, de l'astringent avec d'autres, de l'amer avec d'autres. Enfin, voilà, c'est vraiment les épices, les herbes qui vont venir apporter l'équilibre des saveurs dans votre assiette et permettre d'avoir cet équilibre ayurvédique. Merci, parce que vraiment, c'est très intéressant de développer les goûts chez les gens parce que maintenant, ils mangent. L'obésité, c'est dû au fait qu'on n'est pas conscient de ce qu'on mange. Vraiment, c'était très intéressant. Merci beaucoup. De rien. Après, c'est vrai que c'est intéressant aussi de se faire accompagner au début par un praticien parce qu'on est assez souvent perdu. On n'a pas forcément, en plus, on n'a pas forcément les clés. On ne sait pas quels sont les aliments qui sont acides, salés, amers, piquants ou astringents en fait au premier abord. On a finalement le goût, mais derrière il y a l'effet, le premier effet du goût. Il y a l'effet post-digestif. Et ça, on ne le connaît pas forcément si on n'est pas familiarisé avec l'Ayurveda ou si on n'est pas accompagné par un praticien ayurvédique. Et ça peut conduire à quelques erreurs d'alimentation. Donc c'est bien de se faire accompagner, en tout cas au début, de faire un bilan, d'avoir un premier programme alimentaire pour pouvoir mettre en place l'alimentation ayurvédique. Ça permet de partir sur de bonnes bases. Merci. Justement, parce que la plupart des patients, moi je suis médecin, la plupart des patients, ils ont mal à l'estomac, ils ont des ballonnements parce que tout simplement, ils mangent, ils savent pas ce qu'ils mangent, parce que ils mangent des trucs qui leur font des ballonnements. Et vous avez raison, il faut les accompagner. Mais avant tout, il faut connaître, même le praticien doit connaître ces aliments. Il faut faire un peu de formation. C'est vraiment intéressant, cette formation. Oui.
L'alimentation, en fait, on a une grande partie de notre formation qui va traiter de tout ce qui est. Si vous êtes médecin, vous avez dû passer pas mal d'années sur tout ce qui va être anatomie, physiologie. Donc, on a une grosse partie de notre formation qui est dessus pour comprendre le corps humain, en fait, comment ça fonctionne. Et après, on a une grosse partie sur l'alimentation, sur l'herbologie et sur les différentes thérapies en fait, qu'on peut proposer. Merci beaucoup. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que vous avez fait rentrer aussi le spirituel, parce qu'on oublie toujours cette constante. Oui, c'est vrai. Pour que la personne soit consciente de ce qu'elle mange, il faut d'abord qu'elle sache pourquoi elle mange. Oui. Merci. En effet, vous avez tout à fait raison. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Je ne sais pas si les organisateurs, je ne sais pas si vous souhaitez conclure. Oui, nous vous remercions vraiment beaucoup d'avoir participé à notre salon en tant que conférencier. C'était très intéressant. Merci encore à vous. Eh bien, de rien. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle journée et je me tiens à disposition si vous avez des questions qui vous viennent par la suite ou si vous avez envie de développer certains points avec moi. Je vous invite à prendre contact. Merci. Bon dimanche. Au revoir. Merci, bon dimanche. Au revoir, merci. Merci aux organisateurs aussi.